Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du déni. Qu'est-ce que le phénomène de déni lorsqu'on apprend qu'on a un cancer? Pourquoi on fait accepter? Comment ça se passe? Comment, à partir de cet état de déni, on peut se retrouver pris dans un système de secte? Mais auparavant, je vais vous montrer un petit peu mon dernier périple. Je suis toujours sur Abidjan. Alors, depuis un mois et demi, il n'y a pratiquement pas de soleil, le ciel est couvert, il y a beaucoup de pluie. Je crois que le dérèglement climatique, c'est un peu partout. Théoriquement, ici, c'est un climat équatorial, mais là, théoriquement, il devrait faire chaud, mais il ne fait pas beau du tout, voire même un peu froid, je dirais. Mais toujours un climat humide, on a l'impression de vivre dans un sauna, dont la température varie entre 24 et 36 degrés, on ne peut pas s'en sortir en fait. Personnellement, je suis fatigué en permanence, alors j'avais eu un petit peu peur que ça soit un retour du cancer. J'avais également mal au dos, et ça c'est dû au fait que je me suis rendu à San Pedro il y a un an et demi, et puis je ne sais pas si vous connaissez l'émission Les routes de l'impossible. C'est ça, Abidjan, les routes sont explosées, éclatées, il faut un véhicule très haut pour changer de ville. Sinon, vous allez le défoncer, quoi. Il y a des trous énormes. Quand il pleut, les ponts sont emportés. Il y a carrément des ruisseaux qui débordent, etc., voire des rivières. Et je m'étais rendu à San Pedro, donc j'avais roulé pendant 10 heures d'affilée sans m'arrêter, parce qu'on ne peut pas s'arrêter au bord de la route, c'est totalement impossible, parce que les gens vont vous regarder, vont croire que vous êtes en panne, enfin c'est un peu particulier. Et j'avais très mal au dos, et donc ça fait un an et demi. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être des métastases osseuses qui sont en train d'envahir le bassin. Puisque les métastases osseuses au niveau du cancer de la prostate, premièrement, ça se dirige vers le bassin. Donc j'en ai parlé à mon oncologue qui m'a dit non, mais t'inquiète pas, le PSA fait foi, tant que tu as un PSA très bas, il n'y a pas de souci. Et finalement, j'ai réussi à trouver un excellent kiné qui m'a fait des manipulations au niveau du dos. Donc je suis à peu près guéri, quoi. Une bonne partie de la douleur est partie. Donc ce que je voulais vous dire aussi, je vais à Abidjan, je vous montre un peu tous les quartiers, les beaux quartiers, les beaux hôtels, mais je vous montre aussi les quartiers les moins beaux. Le quartier en fait s'appelle Abobo. C'est un des quartiers, on va dire, les moins favorisés d'Abidjan. C'est là qu'il y a pas mal de problèmes avec ce qu'on appelle les microbes, c'est-à-dire les enfants des rues, qui sont des ex-enfants soldats juste après vous savez, il y a eu une espèce de révolution vers 2010-2011 parce qu'il y avait deux présidents au pouvoir. Voilà, et donc ces enfants étaient utilisés par un ou l'autre parti pour porter des armes, etc. Donc ils ont grandi, puis ils ne se sont pas calmés, et donc ils attaquent des commerçants avec des machettes. C'est un gros problème à Abidjan. Bon, c'est en passe d'être résolu. Donc ils sont majoritairement dans ce quartier à Bobo. Donc on a voulu aller, moi et deux autres personnes, dont un qui qui est originaire du quartier à Bobo, sur la colline où ils ont tendance à se rassembler, à fumer. Donc vous verrez, j'ai escaladé cette fameuse colline en question, mais il n'y avait personne. Donc, alors ne pensez pas que je fais tout et n'importe quoi, que je suis un mec suicidaire, que j'escalade le rocher de Mans sans penser à rien, ou que je pars dans les forêts vierges, ou que je cours après les microbes. C'est pas ça. Tout ce que je fais, c'est quand même réfléchi. Je vis à Abidjan depuis 3 ans. Le quartier, je ne suis pas allé tout seul. Je vous l'ai dit, on était 3, et je ne fais pas tout et n'importe quoi. Donc n'essayez pas de copier bêtement ce que je fais si un jour vous venez. Voilà, je mets juste cette petite parenthèse en route. Voilà. Donc même si ça paraît un petit peu décousu ce que je fais, c'est quand même réfléchi et pensé. Donc vous comprendrez que j'ai dû filmer en caméra cachée parce que les gens ont une phobie des espions, je ne sais pas pourquoi. Si vous filmez dans ce quartier comme ça, un peu à l'arrache, vous risquez d'avoir des problèmes, quoi. Voilà. C'est pour ça que l'image est floue et saccadée, hein. Je n'ai pas fait exprès. Et les gens, ils disent rien. Ah, tu viens avec l'agent de la mairie? Ah, d'accord. Je suis seul, quoi.
Donc on va parler un peu du déni dans le cancer. Lorsque vous apprenez que vous avez le cancer, vous n'arrivez pas à l'intégrer, votre cerveau refuse de l'intégrer. Vous dites c'est pas possible, c'est pas moi, je peux pas avoir ça. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Je me suis dit non, je ne peux pas avoir ça. Je suis en super forme, je suis marathonien, je fais du sport tous les jours depuis que j'ai 21 ans, enfin 6 fois par semaine, je fais la musculation, je cours, je nage, je fais énormément de sport, je fais attention à ce que je mange, etc. Donc mon esprit refusait de l'admettre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rué sur Internet, évidemment sur YouTube, et c'est là que j'ai découvert un petit peu les sectes liées au traitement du cancer. Alors évidemment, comme vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas la règle du jeu du cancer, vous vous accrochez à ce qu'on vous dit, c'est normal. Des gens vous disent, voilà, il faut suivre un régime, tu vas guérir. Il y a des témoignages bidons, des gens qui vous disent, j'ai suivi tel régime et mes métastases ont disparu, etc. Donc vous vous accrochez un petit peu à ça. Et après, lorsque vous avez accès à votre traitement médical, que le traitement médical, c'est-à-dire le protocole a été défini, vous vous rendez vite compte que ça n'a strictement rien à voir. Et si vous en discutez un petit peu avec des médecins, des vrais professionnels et non pas des complotistes, je dirais, vous vous rendez compte que tout ce que vous voyez sur Internet, la plupart du temps, c'est totalement bidon. Ce sont des arnaqueurs, des voleurs, des truands. Et encore, je dirais, je pèse mes mots. Parce que certains sont un petit peu bêta, je dirais, trempent dans le complotisme facile, et d'autres sont des vrais truands dans le sens où ils se font de l'argent sur votre dos. Ils publient des livres, ils publient des articles, ils font un maximum de vues sur YouTube, ils s'enrichissent comme ça. En fait, ils s'enrichissent sur votre bêtise et sur votre malheur. Alors pourquoi le déni? Comment on peut expliquer qu'il y a un déni de la part des gens, on va dire? Bon, en fait, c'est tout simple. L'être humain est un animal, donc il se comporte exactement comme lui. Il est reptilien, et donc il se comporte comme un reptile, en fait. Et donc un reptile, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a peur, il ne bouge pas, il est tétanisé, ou alors il fuit. En fait, c'est ce qui se passe dans le phénomène de déni. Vous avez tellement peur que vous faites comme l'autruche, vous vous mettez la tête dans le sable, vous ne voulez pas voir la vérité. Et ça a été prouvé de façon scientifique. Par exemple, une étude a été menée aux États-Unis qui expliquait que lorsqu'il y a un krach en bourse, les connexions sur les serveurs qui permettent d'avoir accès à vos comptes bancaires
diminue de plus en plus. Les gens ne veulent pas voir leur économie diminuer, donc ils ne se connectent plus. Quand le crack est terminé, ils reviennent en masse, ils se connectent toutes les heures ou tous les jours, etc. Donc les connexions reprennent. En fait, ils ne veulent pas voir la réalité en face. Ça, c'est au niveau de la peur. Donc, quand on vous parle d'un traitement qui va être long, difficile, compliqué et qui va vous faire souffrir, l'être humain, il ne veut pas. Il fuit ou il est tétanisé. Donc, il cherche à ruser. C'est pour ça que les sectes prolifèrent. On vous parle de régime autophagique. Alors, qu'est-ce que l'autophagie? Il y a des gens qui décrètent, c'est-à-dire, oui, si le corps est affamé, qu'il n'a plus rien à manger, qu'il n'a plus de glucides ou plus de protéines, il va consommer les cellules cancéreuses. Non? Ça a été prouvé. Ça a été démontré chez certaines souris, dans certaines fois, dans certaines conditions, mais l'humain, déjà, n'est pas une grosse souris, et tout ça, c'est de l'invention pure et simple. C'est complètement aberrant. Ou alors, on va vous parler de la méthode Bejanski. Alors, la méthode Bejanski, soi-disant, Bejanski était un chercheur qui aurait essayé de sauver Mitterrand, il avait la méthode absolue pour le sauver du cancer de la prostate, etc. Ça, c'est pareil, c'est de la fumisterie. Alors, ça a été prouvé aussi que les gens refusent de se confronter à la maladie, à la douleur, à la peur, comme les animaux, par les étiquettes qui sont mises sur les paquets de cigarettes. Par exemple, l'État a décidé, à bon escient, je pense, de mettre des photos de gens qui ont le cancer de la gorge et des poumons sur les paquets de cigarettes, mais ils ont constaté en fait que les gens continuent à fumer. C'est-à-dire, ils se mettent la tête dans le sable. Ils se disent, oui, mais moi, mon grand-père a fumé, il n'avait pas le cancer, moi je suis particulier, etc. Alors qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes rentré dans une secte qui prône les fameux régimes et toutes les autres bêtises? Les complotistes vous alpaguent, vous donnent des contacts d'autres complotistes plus ou moins ahuris, je dirais. Et à partir de là, vous rentrez dans le groupe, c'est-à-dire dans le groupe des complotistes anti-Big Pharma et compagnie, qui s'imaginent que Big Pharma, c'est-à-dire les entreprises pharmaceutiques, sont en train de comploter sur leur dos, comme si c'était des stars, comme si c'était des gens connus. En fait, ils sont complètement inexistants, comme vous et moi, mais ils s'imaginent que tous les complots sont dirigés contre eux. Alors, il se passe que l'homme est un animal social, c'est-à-dire qu'il a tendance à suivre le groupe. Alors, à partir du moment où vous rentrez dans un groupe de complotistes et que les gens vous disent « le régime va guérir tes métastases », vous n'osez pas aller contre le groupe. Vous dites oui, parce que vous suivez le groupe. Alors, il y a une étude qui a été menée à Londres, au Royaume-Uni, où c'était un pays, il y a quelques années, où les gens ne payaient pas leurs impôts en temps et en heure. Donc, ils ont tout essayé, ils les ont menacés, ils avaient des amendes, évidemment, comme en France, 10% de rappel, mais ça ne changeait rien. Et en fait, le service des impôts a décidé d'envoyer une phrase. Ils ont expliqué aux Anglais ceci. Ils ont dit, voilà, au Royaume-Uni, 90% des gens paient leurs impôts en temps et en heure. Et en fait, ça a produit l'effet escompté, c'est-à-dire que les gens se sont mis à payer en temps et en heure. C'est-à-dire les gens qui ne payaient pas en temps et en heure se sont sentis exclus du groupe et commençaient à suivre le groupe, c'est-à-dire le groupe qui payait majoritairement ses impôts en temps et en heure. Vous voyez comme quoi ça fonctionne. Ce qui se passe également, c'est que l'homme ne supporte pas le hasard, il a besoin de tout expliquer. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'homme est le seul animal croyant qu'il a besoin d'une religion, parce qu'il a besoin de tout expliquer. L'homme a horreur du hasard, en fait. Et donc il y a une expérience, je vous en parle encore un petit peu, qui a été faite encore une fois aux États-Unis, où ils ont fermé des gens dans des box et les gens avaient accès à 3 boutons de 3 couleurs différentes. Et on a dit aux gens, voilà, vous allez trouver la combinaison, elle est cachée évidemment, avec les boutons qui permettent d'allumer l'ampoule qui est au-dessus de votre tête. Et donc à un moment ils essaient, blanc, bleu, rouge, blanc, non ça marche pas, rouge, blanc, bleu, ça marche pas. Ils essaient plusieurs combinaisons. Et à un moment l'ampoule s'allume. Donc quand l'expérience est terminée, on regroupe les gens. Je vous rappelle qu'ils étaient dans des pièces séparées, ils ne se voyaient pas. Et on leur demande ce qu'ils ont fait pour allumer en fait. Alors il y a un gars qui dit, moi j'ai fait 1, 2, 3, le premier, le deuxième, le troisième bouton, ça ne marchait pas. Après j'ai fait 1, 2, 3, puis je me suis gratté l'oreille et j'ai vu que le courant a allumé. C'est ça qui fait allumer le courant. Et l'autre va dire, oh, non, c'est pas ça. Moi ce que j'ai fait 3, 2, 1, ça ne marchait pas. Après j'ai fait 3, 2, 2. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai tourné ma tête et ça a allumé le courant. C'est ça qui fait allumer le courant. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un opérateur qui allume le courant quand il a envie de l'allumer. Il ne sait même pas ce que font les gens. C'est totalement aléatoire. Vous voyez? Mais les gens ont besoin de se raccrocher à une action, à quelque chose de concret. Donc,
Les gens qui ont le cancer comme moi d'ailleurs, moi aussi j'ai essayé à me raccrocher à quelque chose de concret. Je me suis dit c'est peut-être parce que je buvais 1 litre de lait tous les 2 jours, c'est peut-être parce que je faisais ci, c'est peut-être parce que je faisais ça. Mais en fait ça peut être totalement aléatoire, c'est-à-dire c'est comme une machine à laver le linge qui se casse. Alors vous allez dire, oh, c'est la marque qui est mauvaise, etc., je vais changer de marque. Mais vous pouvez changer de marque, il y a toujours la part de l'aléatoire, il y a toujours quelque chose qui va se casser tôt ou tard, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 15 ans. Vous ne savez pas, c'est ce qu'on appelle la part aléatoire. Et c'est pareil pour le cancer. Donc, ce n'est pas parce que vous avez le cancer du foie ou de la vessie ou de la prostate ou je ne sais quoi, qu'il faut vous mettre martel en tête en disant oui, j'ai mal agi, etc. Quelquefois c'est génétique, quelquefois c'est un bug, on va dire, c'est un bug au niveau de vos cellules. Certaines cellules se mettent à proliférer de façon totalement anarchique et ces cellules auraient dû être supprimées par une protéine, elle n'a pas été supprimée et donc elle se met à se reproduire de façon anarchique. Voilà, c'est un espèce de bug informatique si vous voulez. Et l'ordinateur c'est vous. Donc il ne faut pas non plus se mettre martel en tête en disant oui, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. J'exclus là-dedans les gros buveurs d'alcool et les gros fumeurs, hein, parce que peut-être qu'eux sont évidemment responsables de leur acte. Mais on ne peut pas savoir, et à la limite, ça sert à quoi de savoir? Ça sert à quoi? Vous êtes malade, il faut vous soigner. Alors comment supporter le traitement, puisque le traitement est long? Pour ma part, j'ai eu 18 mois de traitement. Déjà, je tiens à préciser un truc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui se vantent devant leur caméra d'être guéries. Non, 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 on guérit du cancer au bout de 5 ans, pas avant. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé mon traitement en avril 2019. Je peux considérer que je serai guéri en avril 2024. Et je considère que je ne serai jamais guéri. D'accord? Parce que le cancer, c'est un adversaire redoutable. Donc il n'y a pas à fanfaronner, à jouer le héros, à dire voilà, je suis guéri, je suis guéri. Non, il y a un traitement lambda qui vous correspond à vous, c'est votre cancer. Les professionnels déterminent le traitement qui vous va bien et vous faites avec. Donc en résumé, soyez adulte, regardez la vérité en face, regardez ce qui vous attend, n'ayez pas peur, ça peut être jouable. Concentrez-vous, travaillez l'esprit, travaillez le fait que ça va être très dur, qu'il faut vous motiver et que ça va être très difficile. Ne regardez pas le verre à moitié vide, regardez le verre à moitié plein. Et d'ailleurs, dans cette histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein, il faut savoir que même s'il est moitié plein de temps, vous pouvez le remplir toujours en moitié, la moitié vide de vie. C'est-à-dire vous pouvez toujours vous focaliser sur le fait que vous vous projetez en vie des années plus tard, même si vous avez un certain âge, même si vous êtes fatigué. Regardez des vidéos positives, c'est pas ça qui va vous faire guérir. Attention, je ne dis pas que le fait de regarder des vidéos positives va vous faire guérir, je dis que ça va vous aider. Alors sinon, vous allez avoir accès à un problème mental. Moi, c'est ce que j'appelle en psychologie, on appelle ça le problème d'ancrage, il me semble. Moi, j'appelle ça le problème de la perle d'huître. C'est-à-dire, vous prenez une huître saine, vous mettez un grain de sable, l'huître va mettre du nacre autour du grain de sable pendant des dizaines d'années. Elle va tourner autour, mettre du nacre, mettre du nacre, mettre du nacre. Elle ne peut pas s'empêcher. Et là, vous allez créer une perle mentale, c'est-à-dire ah, j'ai le cancer, je vais mourir, j'ai le cancer, je vais mourir, mon Dieu, je suis malheureux, mon Dieu, Dieu m'a abandonné, mon Dieu, mais qui je suis, mon Dieu, je dois mériter ça. Stop, stop, arrêtez tout ça. Et si ça peut rassurer certains d'entre vous, j'ai toujours peur. J'y pense tout le jour, je me réveille la nuit, ça me stresse à mort, mais j'en ai rien à faire. Je vis avec, pour moi c'est un combat, et je ne baisse pas les bras. Et puis c'est comme ça, point barre. Pour vous donner de la rage et de l'espoir, vous pourrez voir un documentaire qui est très bien fait. J'ai oublié le titre d'ailleurs, c'est Est-ce que tu m'entends? Sur la vie de Stephen Hawking. Vous savez, celui qui occupait la chaire de Newton à Cambridge. Le gars était un génie, et malheureusement pour lui, il avait une maladie qui l'a totalement paralysé. À 25 ans, il était dans un fauteuil roulant. À 70 ans, il ne pouvait plus bouger. Il était nourri avec une paille, etc. Il ne pouvait plus parler. Il parlait à travers un ordinateur sophistiqué. C'est-à-dire qu'il visualisait les lettres. Et quand il pointait ses yeux vers les lettres, un son sortait de la machine. Ce que j'aime bien, il y a des gens sur Internet, ça j'adore.
Alors pour eux, tout était mieux avant, c'est-à-dire il y a un gars qui a alors c'est assez marrant parce qu'il a le cancer des intestins, puis lui il prône le fait de manger une entrecôte d'1 kilo par jour, quoi. Le gars il a le cancer des intestins. Alors tous les experts dans le monde entier savent que manger trop de viande rouge peut ou pourrait donner éventuellement chez certaines personnes sensibles le cancer des intestins, puisque l'être humain est plus proche de l'ours que du lion. L'être humain n'est pas un carnivore, il est un omnivore comme les ours. Moi, j'ai jamais vu des ours manger des steaks de 10 kg ou 20 kg par jour. Hein. En général, ils mangent des baies, ils mangent du poisson, ils mangent des racines. Le lion, oui, bien sûr, le lion est carnivore. On n'est pas carnivore. Et donc, le gars qui a le cancer des intestins prône le fait de manger des steaks tous les jours. Et en plus, il dit oui, avant, l'homme de Néandertal ou... enfin, l'homme de Néandertal cuisait sa viande sur le feu de bois, c'était sain. Ben, il faudrait savoir, mon gars, que déjà le barbecue, c'est censé aussi déclencher des cancers. Renseignez-vous un peu, moi je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais racontez tout et n'importe quelle bêtise. Alors le mec, il dit oui, mais bon, c'est pas la viande qui donne le cancer, c'est la mauvaise viande. Alors lui, pour lui, la viande rouge qui nourrit à l'herbe, ça ne donne pas le cancer, par contre, la viande de supermarché, elle donne le cancer. Et le culot, en plus, ça fait, je pense qu'il ne se rend même pas compte. Et il explique que son grand-père est mort du cancer des intestins, que son père est mort du cancer des intestins, que lui c'est héréditaire. Donc quel est le... Enfin, je ne comprends pas, quoi. J'arrive pas à comprendre la logique de certains individus. Puisque c'est héréditaire et que la viande rouge est censée donner le cancer, donc il a eu le cancer sans manger de viande rouge, à la base, puisqu'avant il explique qu'il n'en mangeait pas, et depuis qu'il en mange, il va mieux. Maintenant, ça ne va pas aller mieux, ça va aller de pire en pire. Bon, après, moi, je dis ça, je dis rien. S'il y a des gens qui sont contents, heureux de vivre sur une terre plate, alors ils considèrent que la terre est plate, ils considèrent que le soleil, c'est la NASA qui le suspend tous les matins, qui l'enlève le soir dans le ciel. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre encore que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Bon, ok, éclatez-vous, Big Pharma, le complot, machin, allez-y. Une petite histoire pour terminer tout ça. C'est un corbeau, il est malheureux, il se pose sur un arbre, il dit personne ne m'aime, je suis triste. Et sous l'arbre, il y a un moine. Et le moine, il reçoit une larme, il ne comprend pas, il dit tiens, il y a de l'eau, il a sa tête, il voit le corbeau, il dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Le corbeau lui dit je suis malheureux, les humains ils ne m'aiment pas, ils ne me nourrissent pas, puis je ne suis pas beau, je suis tout noir. Le moine lui dit écoute, qu'est-ce que je peux faire pour toi, là tu me fais pitié, je peux t'aider, je peux prier pour toi, je peux changer ton karma. Et le corbeau lui dit ok, vas-y, moi j'aimerais être un cygne tout blanc. Bon, ok, le moine lui dit, moi je peux t'arranger le truc, hein, mais avant tu dois me promettre d'aller voir le cygne et de discuter avec lui et de lui demander s'il est heureux. Dans le corbeau tout content s'envole, il va voir le cygne, il dit, ah, magnifique cygne, tu es blanc, tu es beau, est-ce que tu es heureux? Le cygne regarde et il dit, ah mon ami le corbeau, tu sais, je suis blanc, je suis tout blanc, j'ai pas de couleur, quoi, je suis malheureux. Moi j'aime les couleurs, j'aimerais être un perroquet. Ah bon, le corbeau lui pose la question, t'es pas heureux? Non, j'aimerais être un perroquet, parce que les perroquets sont multicolores. Donc le corbeau va voir le perroquet, tout ça, il dit, ah perroquet, t'es magnifique, tout ça, t'es beau, t'es coloré, tout ça, j'aimerais être comme toi, est-ce que t'es heureux? Le perroquet lui dit, mais non, je suis pas heureux, moi, les humains m'apprennent à parler, ils m'obligent à parler, ils me mettent dans une cage, et puis je suis pas beau, regarde-moi bien, je suis coloré, mais je suis pas beau, moi j'aimerais être un paon. Bon, le corbeau lui dit, ah bon, oui, va voir le paon. Donc il va voir le paon, le corbeau va voir le paon, est-ce que tu es heureux, monsieur le paon? À ce moment-là, il est pris en photo par des dizaines de touristes, le paon le regarde, et il dit, ah ben non, j'en ai marre, moi, j'aimerais être libre, j'aimerais être heureux, voler haut dans le ciel et manger ce que je trouve, j'en ai marre de ces touristes qui me prennent en photo. Le corbeau lui dit, mais tu aimerais être quoi comme animal? Il le regarde, il dit, j'aimerais être toi. J'aimerais être un corbeau. Parce que tu es libre, tu fais ce que tu veux. Les humains, des fois, ils ont peur de toi. Et puis tu es un oiseau qui a beaucoup de mémoire. Donc j'aimerais être un corbeau. Et le corbeau revient sur l'arbre, il est tout heureux, et il dit au moine, voilà, je ne veux plus changer. Le moine lui dit, tu as compris, le bonheur, c'est en toi, il n'est pas extérieur. Ça ne sert à rien d'envier les autres. Mettez-moi des commentaires si vous avez des sujets que vous avez envie d'aborder. Alors, je vous l'ai promis, je ne l'ai pas encore fait, je dois mettre tous mes documents médicaux sur YouTube pour vous prouver, parce que je sais qu'il y a des gens les complotistes vont encore douter, oui, ce mec il n'a jamais eu le cancer. Donc, je
Je vais mettre tous les documents qui vont bien ensemble pour vous prouver ce que j'ai eu, etc. Je vous rappelle, PSA 15,9, score de glissant de 4 plus 3. Je vais mettre les documents et puis la prochaine fois, je vais partir en expédition, peut-être dans une forêt vierge. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de me ressourcer. Puis il y a pas mal de rumeurs qui courent sur une forêt. Je m'étais rendu une fois, vous vous rappelez, vous avez peut-être vu la vidéo, puis j'avais été stoppé par l'eau qui débordait, etc. Donc peut-être que j'y retournerai un jour. Voilà, toujours comme d'habitude, hein. Croyez en vous.